Bien souvent, la réalité dépasse la fiction et même, très souvent également, la réalité inspire la fiction. Je ne sais pas si vous connaissez le film Candyman. Je ne parle pas de celui qui a été refait là, 2021 ou un truc comme ça, mais le film original. Saviez-vous que, en fin de compte, ça a été inspiré d'une histoire vraie, ça ? Eh bien écoutez, restez accrochés, je vous raconte ça dans un instant. Nous sommes au début du mois de janvier 1987 à Chicago, dans l'Illinois. La température alterne entre -9 et 0 degrés, donc il ne fait pas vraiment chaud. Et c'est peut-être pour ça que Ruth Mae McCoy, que très souvent on appelle Ruthie, une femme de 52 ans à peu près, a enfilé 2 pantalons et une robe pour bien se tenir chaud. Pour parachever le tout, elle a une grande canne qu'elle utilise comme si c'était une épée pour pourfendre des ennemis invisibles. En ce moment, elle marche dans le couloir du 11e étage de l'immeuble dans lequel elle habite. Et à chaque fois qu'elle passe devant une porte, elle essaye de l'ouvrir. Elle appuie un petit peu sur la poignée pour voir si elle peut ouvrir la porte. Et elle passe donc de porte à porte, tout en se battant contre ses ennemis invisibles entre les portes. Et ce, jusqu'à la 5e porte du couloir. Et cette porte, elle n'est pas fermée à clé. Et Ruth entre. Une fois entrée, elle hurle « Tiens, regarde, je suis chez toi, je suis chez toi !» L'habitante de l'appartement qui était dans sa cuisine en train de préparer à manger sursaute, bien entendu. Et « Oh, écoute, Ruthie, fous-moi la paix, rentre chez toi !» dit-elle. « Mais tu sais pourtant que c'est dangereux de laisser sa porte ouverte !» lui explique Ruth. « Oui, mais écoute, c'est mon problème, Ruth. C'est pas tes oignons. Maintenant, fous-moi la paix et rentre chez toi. » Mais Ruthie reste et elle devient de plus en plus excitée, de plus en plus agitée, etc. Et donc, l'habitante de l'appartement en question, de guerre lasse, elle appelle la police. Alors, maintenant, une petite parenthèse, c'est qu'il faut savoir que Ruthie, n'a pas tout à fait tort. Parce que c'est un vieil immeuble, donc de 15 étages, et il est en très mauvais état, il est décrépit, et il est la scène de crimes réguliers. Mais vraiment réguliers, c'est-à-dire qu'il est situé dans un quartier où il y a plusieurs gangs qui se font la guerre, et vu le fait où il est placé là où il est placé, qu'il soit relativement sombre, et qu'il est facile de s'y dissimuler, ça fait qu'il y a environ un crime par semaine dans cet immeuble. Alors, c'est pas les habitants qui sont tués une fois par semaine, ça peut arriver, mais ça va être des gens qui se font tuer une fois par semaine, à peu près, justement dans cet immeuble. Et puis alors avec ça, vous y ajoutez les délits divers, cambriolage, machin, etc. Donc c'est quand même un endroit qui n'est pas très rassurant dans lequel habiter. Donc c'est vrai, Ruth, elle a raison, c'est un immeuble dangereux, et tout le monde le sait, mais il n'est pas sûr que la méthode qu'elle emploie pour le faire comprendre à ses voisins soit la bonne méthode. Alors les voisins de Ruth la connaissent, ils savent que c'est la petite originale qui habite au 11e, elle est relativement agaçante, elle est mentalement instable, elle a une forte tendance à la paranoïa et elle a peur de tout. Par exemple, quand elle reçoit des lettres, elle s'imagine que ce sont des mauvaises nouvelles ou que c'est quelqu'un qui essaie de lui prendre son argent. Remarquez qu'avec les factures qu'on peut recevoir, il y a de ça aussi. Donc elle les ouvre jamais, comme ça elle est sûre qu'il n'y a pas de souci. Et si elle sort de l'immeuble, si elle va en public, ce qui est relativement rare, elle a tellement peur des gens qu'à chaque fois qu'elle en croise un, et à Chicago, il y en a quand même pas mal, même à cette époque, elle l'insulte, elle lui crie dessus, etc., quoi. Et en plus, elle ne mange jamais en public parce qu'elle a toujours peur que quelqu'un le lui pique, etc. Donc, dans l'immeuble, elle est connue, tout le monde sait qu'elle est un petit peu spéciale, mais elle est relativement inoffensive, même si elle peut être agaçante. Et la police également connaît Ruthie. C'est pas la première fois qu'elle fait éruption dans un appartement des voisins et qu'on a du mal à la déloger. Donc, ils sont venus comme d'habitude, ils savent qu'elle n'est pas dangereuse, il leur suffit de venir, de lui demander de quitter l'appartement, de rentrer chez elle et de foutre la paix à ses voisins. Et Ruth rentre chez elle en bougonnant à propos de la mauvaise sécurité qu'il y a dans cet immeuble, qu'il faudrait faire quelque chose, etc., etc. Et c'est un fait.
Donc la vie de Ruth, comme de tout le monde dans cet immeuble, n'est vraiment pas très agréable. L'immeuble, l'endroit est insalubre, il est donc dangereux, et tout le monde n'a qu'une envie, c'est de quitter cet endroit. Malheureusement, très peu de gens ont les moyens, donc ils sont obligés de rester. Et donc Ruth fait partie de ceux qui est bloqué dans cet immeuble et qui ne peut pas le quitter pour l'instant. Mais en février 1987, début février 1987, les choses prennent une autre tournure. Ruth, elle suit un programme psychologique à l'hôpital psychiatrique pour l'aider à gérer son quotidien, etc. Et donc les aides, les infirmières, etc., elles ont monté des dossiers, elles ont fait des demandes à différents programmes gouvernementaux, et l'un d'entre eux a donné une bonne réponse, une réponse favorable. Donc Ruth reçoit un chèque de $2000. Alors, en 1987, c'est vraiment une petite fortune. J'ai utilisé un traducteur pour faire voir à quoi ça correspondrait aujourd'hui. Et ça correspondrait aujourd'hui à $5500 à peu près. Donc, plus ou moins 5000 euros. Donc, c'est quand même une coquette somme. Et donc, en plus de ça, on lui a dit qu'à partir donc, de ce mois-ci, le mois de février, elle recevra un chèque d'un peu plus, ce sera d'un peu moins de $2000, mais ça reste une bonne somme. Et ça, elle le recevra tous les mois. Tous les mois, elle recevra cette somme. Alors pour Ruth, c'est pain béni, c'est le paradis. Ça veut dire que maintenant, elle peut déménager, maintenant, elle peut quitter ce terrible appartement. Et donc, avant que l'argent même commence à arriver régulièrement sur son compte, Ruth commence à chercher des endroits où elle pourra habiter, parce qu'elle aimerait bien se rapprocher de ses petits-enfants. Ruth a 2 petits-enfants. Elle les adore, un petit-fils et une petite-fille, et ses petits-enfants l'adorent également, mais elle ne peut pas les accueillir parce qu'on ne peut pas envoyer les enfants à cet endroit qui est extrêmement dangereux, donc elle est toujours obligée d'aller chez eux. Et donc, si elle trouve un immeuble correct, elle pourra les inviter chez elle, etc. Donc, ce virage positif, ça incite vraiment Ruth à améliorer certains autres côtés de sa vie, à commencer à s'ouvrir en quelque sorte et à recommencer à se développer. Donc elle recherche un nouvel appartement et puis avec ça, en même temps, elle essaye de suivre des cours du soir. Elle a vu pour des cours du soir pour passer son bac parce qu'elle avait laissé tomber. Et puis elle veut recommencer à travailler sur de l'art ancien qui l'a toujours fascinée. Elle avait commencé à étudier ça quand elle était plus jeune, mais elle s'était vue obligée de l'abandonner. Donc Ruth renoue avec la vie en règle générale. Elle renoue avec l'art, avec la beauté, les études et la religion. Côté religion, elle se passionne pour ces téléévangélistes. Alors ça, on n'en a pas en France, que je sache, ou pas encore, mais c'est très commun aux États-Unis, et ils gagnent d'ailleurs du terrain en Amérique latine et puis en Europe également, donc on va bientôt les voir arriver aussi. Ce sont des espèces de prosélytes opportunistes qui consacrent une partie importante de leur ministère, entre guillemets, à des émissions de télévision régulières où ils font des prêches, etc. Ils sont généralement reliés à ces mouvements qu'on appelle les mouvements de réveil ou d'éveil, ou de renaissance, ou de renaissance chrétienne. Et la majorité d'entre eux, pour être honnête, sont beaucoup plus proches du charlatanisme que de Dieu. Certains de ces téléévangélistes ont même été la source de très graves controverses par rapport à des fameuses pratiques de guérison qui ont régulièrement coûté des vies. Et c'est justement par rapport à ces guérisons que ça nous intéresse, parce que Ruth, elle ne sait pas tout ça, et donc elle regarde souvent ces différents télé-évangélistes. Et puis, quand elle en trouve un qu'elle aime particulièrement, elle lui écrit une lettre pour le complimenter de ses sermons, bien entendu. Et puis souvent, elle lui demande si il peut la bénir avec des miracles, vu que c'est leur spécialité. Ils font tous des miracles à tire-larigot. Donc les miracles qu'elle demande, c'est généralement centré autour de sa santé. Elle aimerait bien se sentir en bonne santé et retrouver sa jeunesse. Parce qu'elle trouve qu'elle a perdu son temps pendant un certain temps, ce qui est probablement vrai, et elle aimerait bien retrouver une partie de sa jeunesse, en quelque sorte, pour se relancer, pour prendre une nouvelle voie. Généralement, leur réponse, c'est plus ou moins la même chose. C'est bien entendu, je peux parfaitement te bénir à distance, mais ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que c'est difficile, et j'aimerais que tu participes à la solidification de la place de notre Église dans le monde, et il est coutume, dans ce cas-là, de faire un don pour l'Église, afin que je puisse continuer à sauver des âmes, et à me consacrer à la guérison, et à les guérir. Tu peux donner ce que tu peux, il n'y a pas de montant précis, c'est à ton bon cœur. La plupart des gens donnent au moins
un certain montant, mais ne te sens surtout pas obligé de faire la même chose. Et donc, dès que l'argent du programme, les $2000 du programme de route arrive sur son compte, eh ben, au lieu de mettre de l'argent de côté pour commencer à trouver les moyens de déménager, eh ben, Ruth, elle envoie cet argent à ses différents téléévangélistes, il y en a plusieurs, et donc ces téléévangélistes, ils vont lui renvoyer certains objets. Alors, il y a un morceau de bois béni sur lequel elle doit dormir, des bouteilles d'eau qui, d'après ce qu'ils disent, l'eau vient de la rivière sainte du Jourdain, ça fait loin quand même. Et donc, le plus souvent, ces objets pseudo-spirituels, il faut bien le dire, sont accompagnés d'une lettre photocopiée qui lui dit que que le miracle puisse s'accomplir, il faut qu'elle garde ces objets spirituels proches d'elle. Et à propos, si elle pouvait envoyer un peu plus d'argent, ça leur ferait bien plaisir, quoi. Ça aiderait sûrement. Donc Ruth, elle fait tout ce qu'on lui demande, et donc elle reçoit les objets, elle les garde près d'elle, et elle attend dans son appartement que le miracle s'accomplisse. Et pendant qu'elle attend son miracle, donc Ruth, elle collectionne tous les articles qui parlent de ces différents miracles. Ce sont des articles qu'elle va trouver dans différentes brochures, pour la plupart édités par ces mêmes téléévangélistes. Et puis, donc, dans tous ces articles, elle peut lire il y a des choses en commun. Et l'une des choses, c'est que les personnes qui ont été donc guéries de ces différents miracles, ça a été Dieu a réparé leurs dents, ou il a fait disparaître une tumeur au cerveau, ou il les avait guéris du cancer, enfin plein de trucs. Et le point commun dans toutes ces histoires, ou quasi toutes ces histoires, c'est que les gens racontaient comment ils se regardaient dans le miroir, et un jour, ils ont pu voir dans le miroir leur visage qui avait changé, ils rayonnaient d'une lumière intérieure différemment, et c'est comme ça qu'ils ont su que le miracle était arrivé. Donc Ruth, elle prend l'habitude de se planter devant le miroir de sa salle de bain et de se regarder, de se fixer pendant énormément longtemps pour voir quand est-ce qu'il y aura ces changements visibles dans son apparence qui pourront lui indiquer donc que ce fameux miracle est arrivé. Maintenant, on va avancer quelques jours, maintenant que vous avez toutes les pièces du puzzle, et nous sommes maintenant le 22 avril. À peu près un mois après qu'elle ait été informée qu'elle allait recevoir les paiements régulièrement, et donc 2 semaines avant qu'elle ne doive déménager à son nouvel appartement, et Ruth se regarde dans la glace et elle ne voit toujours rien venir. Elle se fixe dans la glace parce que le miracle, maintenant, ça ne devrait plus tarder avec tous ces objets et toutes ces bénédictions, mais rien n'est encore arrivé. Et donc ce 22 avril, pendant que Ruth se regarde dans le miroir, elle entend des voix. Elle entend des voix qui parlent à voix basse, des murmures. Alors ces voix lui parlent à elle en est sûre, mais elle ne comprend pas ce qu'elles lui disent. Qu'est-ce qu'elles disent ces voix? C'est trop bas, c'est pas clair. Est-ce que c'est le miracle qui arrive? Ruth aimerait bien le croire, mais comme je vous l'ai déjà dit, elle est assez peureuse, même très peureuse, et très paranoïaque. Et donc dans la logique des choses, elle prend peur. Ce même après-midi, alors que Ruth est dans le bus en route pour rentrer après avoir été chez le médecin, elle parle à une amie de ses voix et de ses murmures bizarres qu'elle a entendus plus tôt dans la journée. Alors là, on va faire une petite pause psychologique, en quelque sorte, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et Ruth, quand elle perçoit des murmures indistincts, à cause de ses troubles cognitifs, elle les perçoit comme des complots qui sont dirigés contre elle. Selon la théorie cognitive, ces hallucinations, ces interprétations des événements sont influencées par différents schémas et différentes pensées déformées. Ces schémas, ou ces croyances irrationnelles, comme on les appelle, sont renforcés par l'environnement dans lequel elle habite, qui est un environnement quand même menaçant, et donc ces expériences passées dont on ne connaît pas grand-chose. Donc si vous mettez une personne qui est dans un environnement menaçant à la base, une personne qui a peur et qui a des schémas de pensée déformés, et ben chaque bruit, chaque murmure devient une confirmation de ces différentes craintes. Et donc ça fait un cercle vicieux de peur et de panique. Et c'est pour ça que Ruth, en fin de compte, finit par se trouver incapable de distinguer la réalité de ses perceptions déformées. Et ça va donc exacerber ses réactions anxieuses, ses comportements de surveillance compulsive.
Et donc, cette interprétation, ça va être comme un truc qui se mord la queue, en fin de compte, et ça va continuer à renforcer son état de vigilance constante. Plus son état de vigilance constante est renforcé, plus elle va prendre ces choses-là comme des menaces, et la retourne. Et donc, c'est pour ça que c'est ce mécanisme, en fin de compte, cognitif, qui va expliquer en partie pourquoi Ruth est constamment sur ses gardes et pourquoi elle réagit de manière excessive à des situations d'apparence anodine. Et donc, là, on peut se demander si cette pauvre Ruth est traitée par un psychiatre qui la bourre de médicaments, alors qu'en fin de compte, là, une psychothérapie et peut-être un changement, par exemple un changement d'appartement, pourrait sûrement faire des merveilles. Bref, donc Ruth répond à son ami, donc, bah oui, mais c'est sûrement des gens qui m'en veulent, ça. Justement, ça répond à ce schéma. Ils m'en veulent, ils me veulent du mal, et j'en suis sûr. Encore une fois, l'ami de Ruth la connaît relativement bien. C'est pas la première fois que Ruth entend des voix, et c'est pas la dernière fois non plus. Ouais, c'est bizarre, répond l'ami. Faudra peut-être que tu en parles à ton psy quand tu le verras la semaine prochaine. Et puis, c'est tout, elle s'en inquiète pas plus que ça. C'est le comportement de Ruth, c'est le comportement normal pour Ruth, en quelque sorte, donc à l'ouest, rien de nouveau. Ce même soir, aux environs de 20h45, alors on sait l'heure exacte, vu qu'il y a un appel des urgences, enfin un appel à l'aide, il y a donc le téléphone du 911, qui est le numéro d'alarme aux États-Unis, qui sonne. L'agent répond, et à l'autre bout du fil, c'est Ruth. Et elle est dans un état de panique totale. Elle tient un discours totalement confus, dans lequel elle parle de salle de bain, de voisins qui voudraient utiliser sa salle de bain, de courses à pied, bref, un truc un peu compliqué à comprendre, c'est pas très clair. Alors l'agent essaie de demander des détails parce que il aimerait bien clarifier la pensée, ce qui se passe, il aimerait bien savoir ce qui se passe, mais apparemment Ruth ne peut pas faire une seule phrase cohérente, elle est en pleine crise. Donc l'agent la calme et lui répond qu'il va envoyer une patrouille chez elle pour l'aider. Et il appelle la patrouille. Bon, apparemment, Ruth Mae McCoy a des problèmes avec ses voisins par rapport à la salle de bain. Je n'ai pas vraiment compris de quoi il s'agit, mais il y a une embrouille quelconque. Alors, si vous pouviez aller y faire un tour à un moment donné, voir de quoi il s'agit, ça nous rendrait bien service. Ouais, pas de souci. La patrouille est habituée en route. Elle est habituée à ces frasques, ils ont d'autres chats à fouetter pour l'instant, donc ils s'occupent d'autre chose, c'est pas la première priorité. À peu près un quart d'heure après l'appel de Ruth, une autre personne de l'immeuble, du même immeuble que Ruth, appelle la police pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de bruit qui vient de l'appartement de Ruth. Les choses se compliquent. Et d'après les rapports qui ont été donnés, il y aura 3 autres appels de ce même immeuble par rapport au bruit qu'il y a chez Ruth venant des voisins relativement rapprochés. Donc du coup, après le 3e appel, donc le premier appel était Ruth, et après il y a 3 autres appels, donc de différents voisins. Là, les agents se disent, bon, peut-être qu'il y a un truc, donc on va y aller. Et ça fait un petit peu penser au sketch des inconnus, où c'est la police, ils attendent l'ascenseur pendant une demi-heure, enfin bref. Donc, ils vont en direction de l'immeuble de Ruth, ils montent au 11e étage, ils arrivent devant la porte de Ruth, et la porte est fermée à clé. Alors, ils frappent, et ils attendent. Ils attendent, rien ne se passe. Donc, ils recommencent à frapper, rien ne se passe. L'appartement est totalement silencieux. Un des policiers appelle l'agent qui était en poste au 911, et il lui dit, dis donc, on dirait qu'il n'y a personne dans l'appartement, c'est silencieux, est-ce que tu pourrais appeler le numéro de Ruth McCoy, puisqu'elle t'a appelé, pour voir si elle répond. Ouais, pas de souci. Donc la patrouille est toujours de l'autre côté de la porte, et ils entendent le téléphone de Ruth qui commence à sonner dans l'appartement, il sonne, ils l'entendent sonner plusieurs fois, personne n'y répond, et à part la sonnerie du téléphone, donc l'appartement est toujours silencieux. La patrouille inspecte le couloir, n'y voit rien d'anormal. Ils frappent aux portes des voisins pour demander s'ils ont entendu du bruit. Mais non, tout le monde répond que oui. À un moment donné, oui, il y a eu beaucoup de bruit. Mais depuis, plus de bruit du tout. Donc la patrouille... Alors là, on se dit, la patrouille enfonce la porte et voit ce qui se passe. Non, la patrouille rebrousse chemin. Bon, ils n'ont pas vu Ruth, ils n'ont pas parlé à Ruth, ils ne sont pas allés voir à l'intérieur ce qui s'est passé dans l'appartement. Ils repartent, tout simplement.
Le lendemain, le 23 février donc, une des voisines de Ruth remarque que Ruth n'est pas sortie de son appartement de toute la journée. Elle est sur le palier, elle regarde la porte et elle fronce ses sourcils, elle se dit c'est quand même vachement bizarre, parce que Ruth sort quand même dans le couloir tous les jours, ne serait-ce que pour faire chier les autres avec les poignées de porte. Donc elle frappe, mais Ruth ne répond pas. Elle frappe plusieurs fois encore, même résultat, c'est-à-dire que dalle. Donc elle finit par appeler la police. Il y a quelque chose de bizarre, ça ne ressemble vraiment pas à Ruth. La police arrive, la police frappe à la porte, comme si la voisine avait mal fait le travail, hein, je ne sais pas, c'était une femme, peut-être qu'elle frappe mal à la porte, et comme personne ne répond, la police repart. Alors la voisine, elle est bien entendu furieuse, elle appelle le concierge, qui monte au 11e étage avec ses outils et perce la serrure de l'appartement de Ruth afin d'entrer dans l'appartement. Alors, bon, soyons bien d'accord, c'est totalement illégal ce qu'ils font. Hein. Même s'ils connaissent Ruth, on n'a pas le droit d'entrer par effraction chez les gens, ne serait-ce que pour leur porter secours. Ça, logiquement, c'est la police qui aurait dû le faire. Mais bon, comme ils la connaissent, ils se disent peut-être que ça va bien se passer. Donc le concierge passe prudemment le pas de la porte et il appelle « Ruth, Ruth !» Pas de réponse. Ils entrent plus en avant dans l'appartement et ils remarquent deux choses quasi contradictoires. Il y a dans l'appartement un désordre monumental. D'accord ? Il y a des livres religieux, des brochures par terre, des papiers éparpillés un petit peu partout. Vraiment un gros bordel, un gros désordre. Et même en étant en désordre, l'appartement est quand même bizarrement vide. C'est-à-dire, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de meubles, il n'y a même pas un endroit où s'asseoir, il n'y a ni chaise, il n'y a rien. Donc on dirait que l'appartement a été vidé ou déménagé et que le déménagement a été interrompu en plein milieu. Le concierge commence à avoir des sueurs froides et une boule au ventre et il s'avance tout doucement, plus profondément dans l'appartement, tout en continuant à appeler Ruth d'une voix chevrotante. Toujours rien. Il tourne sur la droite et entre dans la chambre à coucher. Et c'est donc dans cette chambre à coucher qu'il découvre le corps de Ruth McCoy. Elle est allongée sur le sol, par terre donc, dans une mare de sang. De toute évidence, elle est morte. Les deux compères rappellent la police qui revient, et les policiers maintenant peuvent entrer dans l'appartement, bravo. Et après une brève constatation, ils concluent que Ruth, elle a dû ouvrir la porte à la mauvaise personne, quelqu'un a frappé, elle a ouvert la porte, la personne est entrée, l'a tuée et est repartie. Alors, souvenez-vous que dans cet immeuble, il y avait en moyenne un meurtre par semaine, hein, donc c'est une enquête de routine. Voilà, encore un qui s'est fait flinguer, voilà quoi. Mais les habitants sont dubitatifs parce que Ruth n'était vraiment pas du genre à ouvrir sa porte à n'importe qui. Quelques jours plus tard, la police arrête un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Ted Turner et il est en possession de la télévision de Ruth sans pouvoir vraiment expliquer d'où elle vient et comment il se l'est procurée. Donc l'affaire est peut-être un peu plus compliquée qu'un crime de rôdeur. Le policier attrape le gars et essaie de le faire avouer. Alors avoue, c'est toi qui as tué, tu as essayé de la voler, elle s'en est aperçue, et tu t'es battu avec elle et tu l'as tuée. Ouais non, bien sûr que non, c'est absolument pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce genre... Oh, tu sais, ça arrive, hein, c'est un accident, tu l'as pas fait exprès. Si tu avoues, ça te donnera des circonstances atténuantes, c'est un accident, c'est tout, ça peut arriver. Mais non, martèle Turner, non, vous dites n'importe quoi, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ? Turner a pu admettre que le téléviseur appartenait à Ruth, mais il n'a jamais admis avoir fait quoi que ce soit dans cette direction. Vu l'ampleur du cambriolage quand même, la police suspecte qu'il y avait au moins une autre personne impliquée, et de plus, en continuant la recherche, ils obtiennent une autre piste où on avait vu quelqu'un d'autre se promener avec le rocking chair de Ruth, donc ils continuent la recherche. Et donc nous sommes maintenant en juin 1987. Ça fait maintenant longtemps que la neige a fondu. Et en juin de cette année, la température elle atteint quand même jusqu'à 37 degrés. Hein. Et il y a une rumeur à propos de l'immeuble dans lequel Ruth avait vécu qui vient aux oreilles de la police. Une rumeur inquiétante, mais qui, à première vue, ne tient pas debout. Donc la police lance une enquête et peut constater que la rumeur n'en est pas une, mais que la rumeur est une cruelle réalité. On va remonter le temps encore à cette funeste soirée du 22 avril 1987, telle qu'on a pu la reconstituer après l'enquête.
Ruth, donc, entend ce bruit qui vient de toute évidence de sa salle de bain. Avant d'avoir eu le temps d'inspecter ce qui se passe, la porte de sa salle de bain s'ouvre violemment et elle voit une forme humaine, grande, sombre, inquiétante, courir au travers de son appartement et en sortir par la porte d'entrée. Elle ne comprend absolument rien à ce qui vient de se passer et ce qu'elle doit en conclure. Elle reste un petit peu interdite parce qu'elle sait parfaitement que des fois, il lui arrive de voir des choses qui ne sont pas réelles. Elle sait qu'elle a des hallucinations de temps à autre, donc elle essaye de rassembler ses pensées, de comprendre est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas, est-ce que je rêve ou pas, est-ce que c'est une hallucination ou pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces pensées contradictoires se précipitent, se mêlent dans sa tête, elle ne peut plus s'y retrouver. Totalement déboussolée, elle appelle donc le numéro d'urgence, le 911, mais il lui est impossible de décrire ce qui vient de se passer, car elle n'en est plus sûre. Et surtout, elle n'arrive pas à faire un récit cohérent, à lui trouver une explication. Sa meilleure interprétation est donc cette histoire d'un voisin qui aurait essayé d'utiliser sa salle de bain et se serait enfui. Mais bien sûr, tout ça, c'est extrêmement confus. L'agent lui a donc dit que la patrouille allait arriver, et Ruth attend donc leur arrivée. Et dans l'entretemps, elle va dans la salle de bain d'où le personnage fantôme avait apparu afin d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et une fois dans la salle de bain, elle constate que là où il y avait le miroir dans lequel elle avait l'habitude de se regarder en attendant son miracle, maintenant il n'y avait plus qu'un trou, un grand trou noir, un énorme trou noir qui ressemble presque à l'entrée d'un tunnel. Pendant que Ruth, comme hypnotisée, fixe cette entrée, elle peut voir deux mains sombres émerger de l'intérieur. Ces mains sortent, attrapent son lavabo, et puis des yeux apparaissent, et puis la tête d'un homme qui utilise ses bras pour se tirer et sortir de cet énorme trou de son mur. Une fois que l'homme a pris pied dans son appartement, les choses se passent extrêmement vite. Ruth, en panique, crie, et l'homme qui était sorti de son appartement, l'entendant crier, revient dans l'appartement. Un des deux hommes lui crie de se coucher sur le sol. Ruth le fait ou ne le fait peut-être pas, ça on n'en est pas sûr. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après ce cri, on entend 4 coups de feu, puis le silence. Sur les 4 coups de feu qui ont touché Ruth, aucun de ces coups de feu n'était mortel. Ce qui veut dire que Ruth est vivante lorsque ces deux hommes volent sa télévision, lorsqu'ils volent son rocking chair et ses autres meubles, lorsqu'ils pillent son appartement. Ça veut dire que Ruth est le plus probablement toujours vivante lorsque la police arrive et frappe à sa porte. Ruth est le plus probablement vivante lorsqu'elle entend le téléphone sonner sans pouvoir y répondre. Et Ruth est le plus probablement vivante lorsqu'elle entend les pas de la patrouille s'éloigner et l'abandonner là. La rumeur inquiétante, qui s'est avérée ne pas être une rumeur du tout, est que les habitants de cet immeuble ont appris qu'en enlevant le miroir de la salle de bain, on peut entrer dans les murs de l'immeuble et depuis ces murs se déplacer partout dans l'immeuble, un peu comme dans un système de tunnel. Il suffit après de pousser le miroir dans différents appartements pour pouvoir y faire éruption et donc sortir dans ces appartements. Lorsque Ruth croyait entendre des murmures alors qu'elle était dans sa salle de bain en train de se regarder dans le miroir en espérant son miracle, c'était pas quelque chose qu'elle croyait entendre, c'était pas des hallucinations, c'était les murmures et les sons à voix basse des voleurs, des tueurs, des criminels qui étaient dans ces murs en train de se déplacer et qui tout simplement se parlaient à voix basse. D'après les détectives, les deux hommes qui ont tué Ruth savaient qu'elle venait de recevoir de l'argent et avaient donc décidé de la voler. Les deux hommes que la police avait arrêtés, donc Ted Turner qui avait 18 ans et qui était en possession du téléviseur de Ruth, et l'autre homme qui avait été également arrêté, John Honduras, qui avait 21 ans au moment des faits, qui lui avait le rocking chair, ont tous les deux été acquittés. Ils ont été acquittés tout simplement parce qu'il y avait tellement de gens qui rampaient dans les murs toute la journée, toutes les nuits dans cet immeuble, que personne n'a pu prouver que c'était exactement ces deux personnes qui avaient tué Ruth. Une des choses était d'avoir cambriolé un appartement, et ça ne fait pas de vous un criminel, un meurtrier. Là, il faut quand même des preuves beaucoup plus tangibles, et ça, la police n'en avait pas. Et donc, à ce jour, personne n'a jamais été accusé ou condamné pour le meurtre de Ruth, et l'histoire se termine tristement comme ça. Et ce qui est donc arrivé à Ruth est devenu la base du film d'horreur Candyman, donc sorti en 1992 avec Tony Todd dans le rôle principal. Et dans ce film, si on se regarde dans le miroir,
Et si on prononce 5 fois le nom de Candyman, celui-ci va sortir du miroir et Candyman, 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 Candyman.